that boat afloat. I got hated on. Une chose qui est d'ailleurs vraie. Elle a dit, moi, je suis maman. Et pourtant, je n'exhibe pas mon enfant. Je suis maman, je suis connue, je suis people, je suis suivie. Et pour autant, elle a dit à sa manière, hein, avec des insultes, quand on n'est pas allé trop loin à l'école, c'est normal, on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Elle a dit à sa manière. Mais ce qu'elle a dit, c'est vrai, d'accord? Elle n'exhibe jamais. Sephora, on peut dire ce qu'on veut d'elle, elle n'a jamais exhibé son enfant. Jamais. Je ne sais même pas à quoi ressemble l'enfant. Je ne peux même pas dire si c'est une fille ou si c'est un garçon. Je ne sais pas à quoi ressemble l'enfant de Sephora. Je sais à quoi ressemble Sephora, je sais comment elle parle, je sais qu'elle prend des ballons, mais je ne sais pas à quoi ressemble l'enfant de Sephora. Parce que Sephora, elle est bien placée du coup pour le dire, elle est people, elle aussi, elle est suivie, elle aussi, mais elle n'exhibe pas son enfant. Et c'est là qu'on voit que c'est quand même bizarre que ce soit uniquement les Noirs qui aient des principes dans cette histoire. C'est uniquement les Noirs que tu ne vois jamais exposer leurs enfants. Bref. 係咯，揾個話到事嘅出嚟啦，出咗事你又話唔到事，咁梗係揾翻個負到責嘅出嚟啦。但你揾個指揮中出嚟開工先，真係有護士啊！係啊，唔使你孭飛嘅，係咪先？你可以抄低資料，真係可以。Voilà. Parce qu'il faut expliquer aux gens ce que j'expliquais déjà hier, le son n'est qu'une réflexion de son. Ouais. Donc ce que j'explique, c'est que là, vous entendez ma voix, vous avez un retour, vous entendez ma voix, mais c'est ma voix réfléchie de tous les côtés. Et justement, Yamaha a commencé à travailler autour de ça, bien sûr, pour utiliser ça. L'objectif, c'était effectivement de se rapprocher le plus possible des conditions d'écoute d'un home cinéma conventionnel. Et une barre de son classique n'est pas capable de le faire. Et donc Yamaha, à l'époque, a créé son système avec des faisceaux sonores qui permettaient de taper sur les murs latéraux et de reproduire des sons comme si on avait physiquement un haut-parleur sur les murs. Et alors comment vous êtes arrivé ici? J'ai toujours eu envie de faire de la menuiserie, donc je me suis formée, j'ai cherché et je me suis... Et vous êtes formée comment? Via l'AFPA. Et vous étiez à Pôle emploi ou c'est une formation que vous avez fait à côté du boulot? J'étais à Pôle emploi, ouais. Et vous avez fait un CAP? Ouais. Et du coup, juste en sortant, après, vous avez... non, il s'est écoulé 4 ans entre la formation et la prise de poste. Vous avez galéré ou vous avez trouvé? J'ai galéré. J'étais en Auvergne, il y a beaucoup d'artisans et c'était pas évident au niveau de l'embauche. Voilà. Et là, ça va? Ah bah là, ça va très bien, ouais. Merci. Bon. Qu'est-ce que c'est que le sentiment anti-français? Le sentiment anti-français se définit comme une espèce de colère, de haine, d'aversion, de détestation qui se développe dans les opinions africaines, dans les sociétés africaines envers la France. C'est le sentiment anti-français. Mais est-ce qu'un sentiment, à lui tout seul, suffit à nous expliquer pourquoi il existe? Nous savons très bien que non. Si nous demandons à un sentiment de se justifier, un sentiment ne se justifie pas, parce que le sentiment renvoie au vécu. Il faut donc aller au-delà de ce qu'on appelle le sentiment pour s'intéresser aux causes de ce sentiment. Or, le président Emmanuel Macron semble ignorer que ce qu'on appelle le sentiment anti-français, c'est en réalité un phénomène composé de plusieurs couches. La couche la plus ancienne du sentiment anti-français en Afrique, c'est le fait que l'économie moderne de la France et de toutes les grandes puissances occidentales s'est construite en bonne partie sur la traite des Noirs d'Afrique. Ça, c'est déjà un. Dans la mémoire longue des peuples africains, la puissance française, qui était alors un royaume, les puissances anglaises, les puissances allemandes, les puissances américaines, les puissances portugaises, les puissances espagnoles ont participé, avec la complicité bien sûr de roitelets et de structures féodales africaines, ont participé à un crime contre l'humanité africaine. On peut poser la question au président Emmanuel Macron, ce crime contre l'humanité africaine a-t-il été suffisamment reconnu? A-t-il été suffisamment réparé pour que l'on puisse dire que la couche la plus ancienne du sentiment anti-français ou anti-occidental, eh bien cette couche a été suffisamment purgée? Ma réponse est non. La reconnaissance de la traite des Noirs comme crime contre l'humanité est très récente dans l'histoire. C'est une reconnaissance très récente. Nous venons de traverser pratiquement 6 siècles
sans que le monde ne reconnaisse la traite des Noirs comme un crime contre l'humanité. Deuxième couche importante, d'où vient ce qu'on appelle le sentiment anti-français. Le sentiment anti-français vient du fait que la puissance française a participé en 1884-1885 à Berlin, et ce n'est pas très loin dans l'histoire, c'est à peine 200 ans, a participé au partage de l'Afrique sans les Africains, avec les anciennes puissances esclavagistes, bénéficiant de la supériorité technologique, de la supériorité militaire. Ces puissances ont tracé les frontières des États africains actuels. Et elles ont tracé ces frontières à la baïonnette, au sang, au massacre. Elles ont tracé ces frontières par les déportations. Elles ont tracé ces frontières par l'assimilation de peuples entiers, l'extermination de peuples entiers. Comment le président Macron peut-il penser, même simplement que la blessure coloniale, le traumatisme colonial qui a concerné l'équivalent de pratiquement 50 pays donc, actuels du continent africain, que ce traumatisme soit effacé et que le regard que les descendants de ces Africains, que ce soit des descendants d'esclaves des Antilles ou les descendants de ces Africains colonisés que nous sommes aujourd'hui, comment le président Macron peut-il penser qu'ils aient passé par perte et profit pratiquement 100 à 150 ans d'une histoire, une histoire coloniale qui n'a toujours pas fait l'objet d'une véritable décolonisation conceptuelle, qui n'a toujours pas fait l'objet d'une véritable déstructuration dans la mentalité même de l'Occident, et qui est aujourd'hui encore l'un des parents pauvres de l'enseignement dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités françaises. Je suis bien placé pour vous dire que je fais partie des rares enseignants qui aient pu assurer un enseignement d'histoire de la philosophie africaine dans une université française, ici à Rouen. Sur tout le territoire métropolitain français, on compte au bout des doigts les facultés qui étudient sérieusement la pensée africaine. Alors qu'on enseigne aisément en France la pensée allemande, on enseigne aisément en France la pensée américaine, j'enseigne l'histoire de la philosophie anglo-saxonne à l'université de Rouen, cela ne pose pas de problème. Où sont les lignes scientifiques, culturelles, de reconnaissance des humanités africaines dans la formation de l'élève, de l'écolier, de l'étudiant, de l'homme politique français? Donc, le phénomène colonial n'a même pas suffisamment été imprégné dans les mentalités, dans les esprits, ici en France, pour que les citoyens qui viennent et qui n'ont pas vécu la colonisation, ni en tant que colons, ni en tant que colonisés, aient une mémoire suffisamment critique de ce que c'était. Et donc, voilà le deuxième point dans lequel se nourrit le sentiment anti-français. Et le président Emmanuel Macron n'ose pas en parler. Emmanuel Macron a toute la formation nécessaire pour comprendre précisément les sédimentations qui nourrissent le sentiment anti-français. Et on peut lui demander à lui, Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République en France, depuis 2017, ce qu'il a fait pour contribuer à la déconstruction de ces deux blessures. Celle qui vient de la traite, celle qui vient de la colonisation. Mais il y a une troisième blessure qui nourrit le sentiment anti-français, M. Macron. Ce sont les pseudo-décolonisations des années 50-60. Je dis bien pseudo-décolonisation, car le premier projet constitutionnel proposé par la France coloniale aux Africains, c'est-à-dire le projet de 1958, septembre 58, il prévoyait que la totalité des Africains, des pays africains francophones, soient des citoyens français, mais de seconde zone. Eux, ils avaient droit à avoir des premiers ministres, alors que seule la métropole française conservait le droit d'avoir un président de la République qui serait président de la totalité de la communauté franco-africaine. Tels sont les termes de la première constitution de la communauté franco-africaine. C'est-à-dire qu'en 1958, dans la constitution de la communauté africaine, qui va être validée en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal,
dans toutes les colonies françaises d'Afrique, ou les territoires sous tutelle française d'Afrique, est actée l'idée que les pays africains vont accéder à une indépendance sous la tutelle française. Une indépendance dans laquelle les citoyens de ces pays n'auront pas les mêmes droits que les citoyens français. C'est ce qui était écrit dans la première constitution ouvertement proposée par l'ordre colonial français aux peuples africains. Et quand on s'est rendu compte des contradictions de cette constitution, parce que c'est une constitution qui, de fait, faisait entrer dans la citoyenneté française des millions d'Africains qui, de fait, seraient en situation, grâce à leur vote, en situation de prendre d'assaut l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement français, grâce au principe du one man, one vote, qui tôt ou tard finirait par s'imposer. Quand De Gaulle s'en rend compte, eh bien, il réunit autour de lui des experts pour concevoir une nouvelle décolonisation. Et c'est la fameuse décolonisation des indépendances sous haute surveillance qui sont accordées aux pays africains francophones. Le Cameroun, le Sénégal, le Niger, tous ces pays, la Côte d'Ivoire, le Gabon, reçoivent une indépendance sous haute surveillance. D'une part, on leur reconnaît enfin le droit d'avoir un président de la République, d'avoir leur parlement, d'avoir leurs institutions, et de l'autre, on veille à ce que ceux qui seront présidents de la République, ceux qui seront députés, ce soient des gens qui sont entièrement acquis à l'acceptation des accords de défense et de coopération, privilégiant l'économie et l'industrie française au détriment de la croissance et du développement endogène des pays africains. En réalité, on conçoit pour les pays africains, M. Macron le sait, dans les années 50 et 60, des pseudo-indépendances. Militairement, on maintient des bases pour continuer de les surveiller. Économiquement, on maintient une monnaie qui s'appelait monnaie des colonies françaises d'Afrique et on continue de la contrôler jusqu'aujourd'hui en 2019. Ayant un administrateur français dans toutes les banques centrales d'Afrique francophone, culturellement, on maintient une académie française dans laquelle la francophonie ne respire pas. On crée des institutions de la francophonie totalement dominées par l'ordre français, l'ordre métropolitain, et toutes les crises des organisations de la francophonie témoignent précisément de cette prégnance de pratiques coloniales condescendantes et absolument inacceptables. On l'a vu lors des récentes crises de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en Côte d'Ivoire. On le voit dans le mode de désignation des secrétaires généraux de l'Organisation internationale de la francophonie. On le voit. Et donc, très clairement, M. Macron peut-il s'étonner qu'il existe un sentiment anti-français? Vous participez à la traite des Noirs. Vous ne vous en repentez pas suffisamment. Moi, quand j'arrivais à Poitiers en 2000, on vendait encore dans les supermarchés des chocolats qui s'appelaient tête de nègre. En 2000, en France, ça se vendait encore des chocolats qui s'appelaient tête de nègre et qui avaient vraiment la forme d'une tête de personne noire. Ça se vendait ici en France, en l'an 2000. Vous participez à envahir des territoires, à arracher des territoires, à exterminer des populations. Et vous vous étonnez de s'aimer dans ces populations un sentiment contre vous. Vous participez au montage de pseudo-indépendance et vous installez à la tête des pays africains des hommes politiques que les Africains, pour la plupart, n'ont pas élus. Des hommes politiques qui s'imposent donc à la force de la baïonnette, de la prison, de la répression, de l'exil, de toutes les forces vives ou de toutes les forces réfractaires à la domination et la soumission. Et vous estimez, M. Macron, qu'en échange, vous avez à recevoir beaucoup d'amour des Africains? Mais prenons seulement la période qui va donc de 1960 jusqu'aux années 2000. Selon les statistiques françaises elles-mêmes, et j'ai consulté de ce point de vue la plupart des centres de recherche de sciences politiques français, la France a organisé une soixantaine de coups d'État en Afrique. Je dis bien une soixantaine de coups d'État entre 1960 et 2000. Quand vous participez en plus à remettre en cause l'ordre démocratique existant dans les pays africains pour imposer à la tête de pays africains, à chaque fois, des personnes qui ne rendent pas compte au peuple, mais qui ne rendent compte qu'à la France, comment pouvez-vous espérer développer sur ce territoire, dans des populations qui de plus en plus sont informées, qui ont accès aux archives de l'histoire, comment pouvez-vous espérer, M. Macron, obtenir autre chose que le sentiment anti-français? Oui,
Il faut donc répondre à la première thèse de M. Macron. Monsieur le Président, il existe bel et bien un sentiment anti-français. Ce sentiment anti-français a des fondements historiques. Ce sentiment anti-français a des fondements économiques. Ce sentiment anti-français a des fondements politiques. Ce sentiment anti-français a des fondements culturels. En direct. Le fait d'être noir a un rapport avec la fuite. Pour comprendre ça, il faut que vous compreniez ce qui, dans l'histoire de ce pays, a fait une Angela Davis. Si vous l'acceptez, je vais vous demander dans les minutes qui vont suivre de penser noir avec moi, d'être noir. Ne vous inquiétez pas, une fois cette affaire terminée, je vous laisserai redevenir ce que vous êtes. Je vous laisserai retourner à la sécurité de ce que vous êtes. Je vous demande seulement d'être noir et de penser noir pendant les quelques minutes qu'il va me falloir pour vous expliquer ce que cela signifie d'être noir dans ce pays. Angela Davis, être noir en 1978 aux États-Unis, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est toujours victime du racisme, victime de l'injustice. Et non seulement les Noirs, mais il y a des Portoricains, des Asiatiques, des Indiens, des Mexicains. Et aussi, la situation des Blancs n'est pas très bien aujourd'hui. Et c'est cela, je crois, la raison pourquoi on essaye d'encourager le racisme. Parce que je crois que nous sommes dans une situation maintenant où les Blancs et les Noirs et tous les autres gens de couleur peuvent s'unifier. Et ceux qui ont le pouvoir ne le veulent pas. Alors ils encouragent le racisme pour que nous nous battions entre nous et ne pouvons pas créer un mouvement unifié. Kerry James. Incroyable. Incroyable. On dirait qu'elle parle de la France d'aujourd'hui. Ça me bouleverse. En plus, c'est tellement simple. De Thiers, il s'est passé ça. La nuit dernière, les États-Unis ont abattu le premier grand terroriste du monde. Ils lui ont rendu justice. Abu Bakr al-Baghdadi est mort. Il était fondateur et chef de l'organisation État islamique, l'organisation terroriste la plus monstrueuse du monde. Les États-Unis ont cherché Baghdadi pendant de nombreuses années. Le capturer et le tuer a été la priorité de mon administration. Une opération américaine a lancé un raid de nuit dans le nord-ouest de la Syrie et est parvenu à réussir sa mission. Le personnel militaire américain a été incroyable. Les suceurs de bite, les gros suceurs de bite, tiens, enculé. Qu'est-ce qu'il y a, sale PD, qu'est-ce qu'il y a, enculé. La RATP a condamné cette attitude-là, pas encore la CGT, et pourtant, suceur de bites, sale PD, enculé. C'est choquant, on est d'accord? C'est choquant, Frédéric Sèvres? Oui, c'est choquant, oui, c'est choquant comme terme, comme manière, mais ça montre qu'un conflit social, les mots sont bien choisis, c'est un conflit au sein d'une société, c'est d'abord un conflit dans l'entreprise, et c'est pour ça qu'il faut y mettre un terme le plus vite possible. Alors, ce qui choque en effet sur ce plateau télé, ce qui vous choque aussi, ne semble manifestement pas choquer ces grévistes qui, en plus d'insulter un collègue, sont homophobes, je le dis sans détour, grève ou pas grève, colère ou pas colère, traiter quelqu'un de sale pédé, oui, c'est homophobe, et je rappelle juste qu'on a décidé quand même d'arrêter les matchs de foot pour des insultes comparables, des insultes homophobes dans les tribunes. On peut donc, en cohérence, laisser le choix aux grévistes insultants, arrêter de faire grève, comme on arrête les matchs,
ou cesser d'être homophobe, pas certain qu'ils choisissent la bonne option. Sur le plan économique, il y a une décision inéluctable que l'État français, la République française doit prendre par elle-même. C'est renoncer à s'immiscer dans la gestion de la monnaie de l'Afrique. La monnaie des Africains. La France doit s'en retirer sans qu'on le lui demande. Parce que les Africains ont peur de le demander à la France, ouvertement, notamment les hommes politiques africains, ont peur parce qu'ils craignent les représailles traditionnelles de la puissance tutélaire. Monsieur Macron, si vous voulez mettre fin au sentiment anti-français, que la France se retire de la gestion de l'argent des Africains. Deuxième point. Monsieur Macron, si vous voulez mettre fin au sentiment anti-français, que les programmes culturels et éducatifs en France, de l'école primaire jusqu'à l'université, intègrent les humanités africaines, car l'histoire de l'Afrique fait partie de l'histoire de France, comme l'histoire de France fait partie de l'histoire de l'Afrique. Il faut donc qu'il y ait, dans la manière de se comprendre du français et dans la manière de se comprendre de l'africain, une place pour l'intercompréhension. Les Africains n'ont pas à connaître davantage l'histoire de France que les Français ont à connaître l'histoire de l'Afrique. Cette connaissance mutuelle et en profondeur des peuples français et africains va favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Or, d'un côté, il y a une Afrique qui a subi une assimilation forcée, une influence forcée, et de l'autre, une France qui a élevé ses enfants, qui a élevé ses adolescents, ses adultes, sans leur faire prendre conscience de l'extraordinaire complexité et en même temps que de l'extraordinaire richesse de son rapport à l'Afrique. Il faut donc une réforme de la culture franco-africaine, afro-française, une réforme pour libérer, déconstruire les catégories du mépris. Et le mépris entre la France et l'Afrique tourne autour du concept de race. La race. La bande d'accumulation capitalistique du 15e, 16e siècle en France, cette pratique-là a instauré des rapports de mépris qui se sont transmis des ancêtres aux descendants, des grands-parents aux enfants. Ce sont ces rapports de mépris qui s'expriment encore au qui a permis de bâtir les villes de Nantes. Il faut donc une réforme de la culture franco-africaine, afro-française, une réforme pour libérer, déconstruire les catégories du mépris. Et le mépris entre la France et l'Afrique tourne autour du concept de race. La race. La pratique de la traite des Noirs qui a permis de bâtir les villes de Nantes, de Bordeaux, de Liverpool, qui a permis la grande accumulation capitalistique du 15e, 16e siècle en France. Cette pratique-là a instauré des rapports de mépris qui se sont transmis des ancêtres aux descendants, des grands-parents aux enfants. Ce sont ces rapports de mépris qui s'expriment encore aux portes des ambassades et des consulats français en Afrique. Le bois des Africains, le cacao, le café des Africains viennent plus facilement en France que les Africains qui les produisent et qui normalement doivent les posséder. Vous ne pouvez pas espérer d'une humanité qui est rejetée, mais dont les richesses sont explorées et exploitées. Vous ne pouvez pas espérer de cette humanité qu'en plus, elle vous ajoute des câlins d'amour. Oui, il faut déconstruire la politique du mépris. Et pour cela, mettre fin à la participation de la France au soutien des dictatures africaines. Ce que la France fait encore aujourd'hui. Le pouvoir de M. Paul Biya au Cameroun ne serait pas possible si la France n'avait pas, depuis 1982, soutenu à bout de bras, comme elle a soutenu pendant 25 ans avant lui, eh bien, M. Ahidjo, sans le soutien à bout de bras de la France pour la dictature camerounaise, le Cameroun ne serait pas aujourd'hui une dictature, il serait une démocratie. Les convulsions de la Côte d'Ivoire n'auraient pas été ce qu'elles sont si la France n'avait pas accompagné le processus de musellement des libertés de 1960 à 1990. Et si la France n'avait pas, en réalité, souvent hésité à prendre ses distances envers l'irrespect des normes démocratiques. Le Gabon ne serait pas une dictature si la France n'avait pas protégé, accompagné, soutenu le tyran Bongo Ondimba et organisé, au mépris de la démocratie gabonaise,
l'instauration de son satrape de fils, Ali Bongo Ondimba, qui vient de nommer, sans doute avec la bénédiction de la France, son propre fils comme désormais responsable de la coordination des affaires présidentielles. Le Gabon ne serait pas une dictature si la France n'était pas à ses côtés pour la maintenir au mépris du peuple gabonais. Ce qui s'est passé au Congo, Brazzaville, ne serait pas possible si la France n'avait pas accompagné systématiquement et à chaque période de l'histoire, eh bien, le camp politique qui lui semblait compatible avec ses intérêts. Le Togo n'aurait pas vu une succession de père à fils, n'aurait pas vu l'assassinat de Sylvanus Olympio dans les années 60 si la France n'avait pas organisé le coup d'État. On connaît les œuvres de Bob Denard aux Comores sous la bénédiction des services secrets français. On a vu les services secrets français assassiner l'élite indépendantiste de l'opposition camerounaise. William Bechtel, un agent de la SDES, a assassiné le président Félix Moumié à Genève. Tout le monde le sait. Ruben Oumiobe, le 13 septembre 1958, dans la forêt de Boumiébel, était assassiné par un détachement de l'armée française accompagné de ses supplétifs africains. Tout le monde le sait. Donc, Monsieur Macron, si vous voulez être le président qui va désamorcer sérieusement le sentiment anti-français en Afrique, vous êtes jeune, vous êtes né en 77, 5 ans après moi, vous avez encore tout à fait le temps et l'énergie d'être le président de la décolonisation structurelle. La décolonisation des années 60 était une décolonisation superficielle. Il est temps maintenant que nous entrions, Monsieur Macron, dans la décolonisation structurelle, c'est-à-dire décolonisation dans la pensée, dans la culture, décolonisation dans l'économie, décolonisation dans la politique et une décolonisation dans les rapports sociaux. Voilà ce que vous appelez sentiment anti-français, Monsieur le Président. Si vous voulez prendre au sérieux le problème du sentiment anti-français, il va falloir affronter ces problèmes profonds. Sinon, les Africains ne vous prendront jamais au sérieux et tous ceux qui sont en France, cultivés en matière d'histoire franco-africaine, ne vous prendront jamais au sérieux. Deuxième point, deuxième sujet que le président Macron aborde, les mouvements sociaux anti-français, les déclarations de certains ministres anti-français. Mais ce deuxième sujet, Monsieur le Président Macron, il s'explique par le premier. Pourquoi y a-t-il des mouvements sociaux anti-français? Mais en raison de ce passif historique. Maintenant, est-ce que tous les mouvements sociaux anti-français, est-ce que toute forme d'anticolonialisme en Afrique est légitime? Attention, non. Il y a un sentiment anti-français, et là vous avez raison, Monsieur le Président Macron, qui est entretenu en Afrique par des dictateurs qui veulent ainsi se légitimer auprès de populations auxquelles ils ont d'abord volé les votes.